Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Voilà, bienvenue chez les poules, hein, bienvenue au poulailler. Donc en fait, j'ai laissé une petite vidéo hier sur les flammes jumelles, mais évidemment, ça s'applique en fait à tout le monde, hein. Enfin bon, j'espère que tout le monde a bien compris ce que je voulais dire, hein, en tout cas ce que ma poule avait à dire en fait hier. Et notamment, je reprends en fait une de mes phrases fétiches, hein, bien sûr. La profondeur du sommeil dépend de la puissance de vos croyances et des automations de vos criminels intérieurs. Bon, bah, déjà là, vous allez avoir le cerveau bien bloqué, hein, mes amis, bien sûr, puisque je vais aujourd'hui faire, on va dire, la démonstration, en tout cas, de cette phrase. Et je vais commencer mon intro par ceux qui voient ce qui est essentiel ont une pensée juste. Souvenez-vous bien de cette phrase parce que aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration étonnante, hein, très très étonnante, puisque je vais vous parler de ce qui est essentiel et non essentiel, hein, puisque nous avons évidemment je veux dire, on écoute la télé et puis on nous parle des commerces non essentiels et évidemment des choses qui sont essentielles évidemment pour nous. Et c'est très très intéressant aussi. Donc en fait, ce qui est non essentiel évidemment tombe dans l'erreur de la pensée corrompue, hein, évidemment. Voilà, on dit bah oui. Il faut faire des choses essentielles, respirer c'est essentiel, aller au supermarché c'est essentiel, mais évidemment s'amuser, déconner, on va dire le soir dans des discothèques, ça évidemment c'est pas essentiel. Encore que pendant des années on nous a dit qu'aussi Facebook c'était quelque chose d'essentiel. Alors fondamentalement évidemment la connerie n'est pas une chose essentielle. Donc en fait, on nous demande évidemment de diriger notre regard vers ce qui est essentiel. Et évidemment, ce qui est essentiel vient de l'essence, hein, l'essence qui fait avancer nos voitures aussi. Et l'essence, eh bien, c'est ce qui vient de l'origine des choses. Voilà, alors l'origine évidemment, en latin c'est origo, voilà, c'est la source, hein, voilà, l'origine, c'est ça, hein, bon, bref. Et donc ça vient aussi évidemment des origines, de la naissance, voilà, de l'histoire, voilà, les origines historiques des choses, le commencement, donc voilà, je vous donne tous ces détails évidemment parce que après vous allez avoir intérêt à vous accrocher en tout cas. Et donc, en tout cas, cette définition, il va dire, on va dire, en fait, voilà, ça n'implique pas, on va dire, un aspect logique et dynamique, hein. L'origine, je veux dire, c'est comme une pierre, ça tombe là, voilà, l'origine, c'est le zéro, voilà, et on n'y peut rien, c'est comme ça, on a beau tourner autour, ça reste toujours un zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, et en même temps, en tout cas dans les définitions, en fait, bien l'origine, hein, c'est en même temps l'ensemble des phénomènes obéissant à des lois, expliquant, on va dire, l'apparition et le développement des choses. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la choucroute, hein, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, ça veut dire que le danseur ne peut être séparé de la danse. Voilà. Quand on a une pensée juste, une pensée essentielle qui vient de l'origine. C'est Adam Cadmion, c'est l'homme originel, évidemment. Voilà, pour les féministes, évidemment, ça peut être aussi la femme. Bon, moi j'ai mes pieds dans la terre, c'est comme ça. Donc en fait, pourquoi? Eh bien parce que la danse, ce sont des lois cosmiques, c'est la reliance spirituelle, voilà, c'est le lien entre le Nefesh et la Neshama. Voilà, la Neshama, évidemment, pour les gens qui ne savent pas, c'est votre âme. Et donc, en tout cas, c'est le corps et l'âme. Donc là, on est bien dans des trucs essentiels, on est bien sur une pensée juste, on est bien à l'origine des choses. Voilà, vous avez un corps, vous pouvez vous toucher, et là, vous vous dites, oui, ça, c'est un truc, c'est bien réel, c'est bien à moi. Voilà, donc en fait, il faut avoir cette idée
voilà, dans la tête, hein, que en fait vous êtes bien réel parce que vous avez un corps, hein, parce que vous avez tout un tas de cons qui commencent à vous dire le contraire. Donc là, il faut être un petit peu, voilà, il faut un petit peu savoir où on va, hein, bien sûr, hein, parce que là, je veux dire, il y a des gens qui montent dans des tours, mais là, c'est même plus l'Empire State Building, c'est carrément, je veux dire, des villes complètes. Et donc on va voir ça bien sûr, puisque le corps et l'âme, pour les psychiatres, psychanalystes, psychologues, les Jungiens, eh bien le corps, ils s'en foutent un petit peu. En fait, eux, on va dire, ils parlent de l'âme, mais on va dire c'est une âme psychique, c'est une âme psychologique. Et on a aussi chez les philosophes, en fait, un mec qui s'appelle David Émile Durkheim, qui est mort en 1917, donc vous voyez, ça fait quand même un bail, hein, mes amis. C'était un sociologue français et c'était le fondateur de la sociologie moderne. Et donc, lui, en fait, eh bien, par origine, il entendait le commencement absolu. Donc, en fait, voilà, il avait un Big Bang dans la tête. Et donc, en fait, il nous dit, ce monsieur, que ça n'a rien de scientifique. Donc en fait, eh bien, en 1917, enfin avant sa mort, évidemment, il a décidé de mettre tout ça de côté. Alors moi, je me suis demandé, c'est quand même assez bizarre quand même. Le mec, c'est un philosophe. Là, il nous fait un gros déni de réalité. Hein. Je veux dire, c'est carrément bizarre, quoi. Et donc, je me suis demandé d'où ça venait, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, en fait, le mec, il écarte tout ça. Donc voilà, il fait un déni de réalité, hein, bien sûr. Parce que, et le mec, en même temps, en écartant ça, donc en écartant une partie de la réalité, le mec, il va devenir le fondateur de la sociologie moderne. Alors là, je me suis dit, mais on s'est planté, là, c'est pas possible. Hein. Et donc, en fait, on veut discerner les causes avec les formes essentielles de la pensée. Et donc, en fait, et le mec, en fait, explique que c'est par rapport, justement, à la vie religieuse et tout ça. Donc voilà, mais en même temps, je vous dis, quand on lui parle de Big Bang, le mec, je lui dis, ça lui fait mal au crâne. Il dit, non, il faut écarter tout ça. Donc en fait, ça veut dire que déjà, pour les sociologues, on est en plein dans le déni de réalité, c'est-à-dire que l'origine, c'est pas le commencement. Et donc, ça veut dire qu'on est aussi dans une simplification, évidemment, des idées. Ok ? Et donc, les idées, évidemment, c'est l'élaboration des concepts. Voilà. Et donc, en fait, on est... alors, moi, je me suis posé la question. Je me dis, mais si déjà la sociologie s'est carrément plantée sur un déni de réalité entre l'origine et le commencement, ça vient d'où ? Et donc, puisque j'ai remarqué, on va dire, avec pas mal de gens, en fait, qui veulent nous imposer tout un tas de bordel, genre vaccin, Gilead, Bill Gates, tout ça, j'ai commencé à écouter, en fait, leur sémantique, vous voyez, je me suis dit, bon, il y a un truc qui va pas dans leur cerveau, et je veux dire, ça vient d'où, ce bordel ? Et les mecs, en fait, ils reprennent sans arrêt Hegel. Alors Hegel, tout le monde sait, tout le monde est allé plus ou moins à l'école, c'est la maîtresse et l'esclave, enfin vous voyez un peu ce que je veux dire, voilà, bon c'est le truc, on l'apprend, on dit ouais bon le mec il a pondu ça, ok, et puis en fait on passe à autre chose, donc on est complètement superficiel. Et donc en fait ce qui se passe c'est que là on est en train de se rendre compte au niveau politique, mais je veux dire théorie politique, hein, je parle de ça, hein, en tout cas ma poule parle de ça. Eh bien, ils sont en train de reprendre la théorie d'Hegel. Bon, alors déjà au niveau de la sociologie, ils sont un petit peu plantés sur l'origine. Déjà l'origine et le commencement, ils ont du mal. Et puis après, ils partent carrément dans les tours, je veux dire, avec des concepts de dingue. Bon. Et donc, moi je sais bien, je sais pas, je suis pas débile non plus. Je me dis, bon, Hegel, c'est un grand philosophe quand même. Je veux dire, le mec... Il a quand même écrit la phénoménologie de l'esprit, il s'est intéressé à la Révolution française, je veux dire, c'est pas un débile, hein, il a quand même un gros cerveau, le mec il devait être pasteur normalement, donc quand je veux dire au niveau de la théologie, le mec il doit enfiler, il enfile pas des perles justement. Et donc évidemment, puis bon, je me suis intéressée quand même aussi, je me dis mais pourquoi tous ces gens, ils parlent de la pensée hegelienne, de la pensée de, voilà, le maître et l'esclave, tous ces trucs-là. Bon, c'est quand même bizarre, hein, bon.
Bon, à part d'avoir compris qu'on était tous des esclaves et que on a une petite oligarchie je veux dire, d'élite française là, qui joue les petits maîtres. Alors on ne sait pas trop quel nom les donner, si c'est des petits rois, si on est retourné dans la royauté, si on est retourné avant 1789, on ne sait plus où on habite en fait. Hein, c'est qu'à de le dire. On est dans un poulailler où chacun essaye de trouver des trucs pour justifier en tout cas une situation que l'on ne comprend pas, ou carrément des gens, enfin les élites françaises en tout cas, elles, ça fait des années qu'elles sont dans le déni de réalité, et nous allons essayer de comprendre pourquoi nous sommes dans, on va dire, des États qui sont maintenant gérés comme des sites internet, c'est des automations, hein, mes amis. Et donc en fait, voilà, donc je me suis intéressée à la pensée duale et hegelienne, évidemment, action-réaction, maître et esclave. Et donc en fait, ce qui impose le maître est essentiel. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. On nous a dit, on n'ouvre pas les discothèques, c'est pas essentiel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les maîtres de l'Élysée, enfin le maître de l'Élysée, notre Emmanuel quantique intergalactique, en fait, nous dit, voilà, les commerces essentiels doivent ouvrir. Hein. Mais voilà. Et donc, t'as pas le droit de te marrer, t'as pas le droit de te prendre un petit ballon de rosé dans ton bistrot du coin. Bon, ok. Et donc ça, évidemment, tous ces gens-là, évidemment, ils ont fait des grandes études. Hein, je veux dire, la pensée hegelienne, dualiste, voilà, ils connaissent. Donc, en fait, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, alors, voilà, ok, l'essentiel, ça vient de l'origine. Hein, comme je vous ai dit, c'est le commencement, c'est tout ça. Et donc évidemment, l'origine, en tout cas, de leur cerveau à eux, de leur pensée, c'est la philosophie matérialiste. Et donc, en fait, c'est la philosophie aussi des sciences. Il faut penser que, en fait, ces gens-là, ils sont intéressés, je veux dire, à la sociologie, à la psychologie, à la religion, et ils ont essayé de coller des cages à oiseaux partout, hein, puisque dans leur tête, c'est une cage à oiseaux. Et donc, en fait, ils ont inversé, on va dire les définitions, c'est-à-dire ce qui était essentiel, en tout cas pour l'être humain, devient quelque chose de non essentiel, et ce qui devient non essentiel devient quelque chose d'essentiel. Voilà. Donc en fait, on est là-dedans, et donc ça arrive on arrive comme ça sur la philosophie matérialiste, hein, qui inverse évidemment les valeurs, la vertu, les concepts et tout ça. Et donc, en tout cas, on arrive sur une philosophie matérialiste et qui donne en fait tout pouvoir aux sciences, aux scientistes et aux scientifiques, comme nous l'avons vu. Et les vrais scientifiques sont des charlatans. Vous voyez, donc on inverse complètement tout. Hein, on est un petit peu là-dedans. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi on arrive à ces trucs, je veux dire, qui sont des dénis de réalité complets. Hein. Donc, en fait, on arrive au fait que les sciences sont progressistes, tandis que les phénomènes naturels n'ont pas, on va dire, besoin des hommes pour exister. Vous voyez ? Donc, ça, déjà, voilà. Déjà, la nature, c'est un truc dangereux, hein, pour les gens qui pensent. Voilà. Et aussi pour Hegel. Voilà. Alors, étant donné que ces gens-là se réfèrent à Hegel, je ne vous raconte pas la choucroute dans le cerveau. Et donc, en fait, les théories du commencement montrent un esprit logique de l'origine, hein, comme on a vu avec David-Émile Durkheim, le mec, fondateur de la sociologie moderne. Le mec, le Big Bang, il veut pas en entendre parler. Hein. Pour lui, l'origine, c'est pas le commencement. Donc déjà, on a des trucs qui sont complètement tronqués. Alors, et donc ensuite, on a ce qu'on appelle en fait les naturalistes immanents. Donc en fait, ça vient des Grecs hein, aussi. Hein, toute la connerie qu'on charrie aujourd'hui, je veux dire, elle date pas d'hier. Hein. Ça vient d'Aristote déjà, qui refuse en fait les mécanismes du monde. Parce que les mécanismes du monde, ils n'ont pas besoin des êtres humains pour exister. Vous voyez, je veux dire, les planètes, elles tournent, ok ? Et donc, en fait, Aristote, ça le fait chier, ça. Donc, en fait, les mécanismes du monde, ils se meuvent eux-mêmes, hein, tout seuls. Et donc, Aristote, lui, il a décidé que non. Hein. Donc, voilà. Et après, on a eu Descartes, hein, Descartes avec son dualiste, évidemment, qui
qui ouvre l'origine des choses au matérialisme et aussi à la révolution scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, en fait, l'homme a décidé de se mettre au centre, on va dire, de la création, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont complètement, voilà. Et alors, c'est intéressant si vous voulez, parce que Hegel, en fait, il s'est intéressé à tout ça, et il faut savoir que Hegel, quand il était jeune, il s'est intéressé à Jésus. Voyez, donc voilà, bon, il s'est peut-être pris pour un prophète, hein, prophète de la phénoménologie, mais en attendant, il a fait une inversion de valeur, on va dire, sur Jésus. Hein. Il devait être pasteur, il est devenu précepteur, et puis il est devenu, on va dire, un valet cultivé. Donc c'est pour ça qu'il nous a conduit aussi le maître et l'esclave. Hein. Il faut comprendre aussi comment, voilà, ce mec, il a vécu. Hein. C'était un homme, hein, n'est-ce pas? C'est pas simplement un bout de papier dans un petit coin, vous voyez. Et c'est pas simplement le maître et l'esclave. Le mec, il a vécu, il avait une tête énorme, et je veux dire, déjà au niveau de, comment on peut dire, d'une certaine forme de logique, en fait, il avait déjà découvert ça, il avait 10 ans. Hein. Donc le mec, il était à fond dans sa logique, il était à fond dans son cerveau logique, et déjà, il voyait plus la réalité. Ok ? Et c'est pour ça qu'en fait, il a développé la théorie du maître et de l'esclave, parce qu'il était déjà dans la dualité, déjà à l'âge de 10 ans. Et donc en fait, ben voilà, donc en fait, on est déjà avec Aristote, on est déjà avec Descartes, et on est avec un petit garçon qui s'appelle Hegel, en fait, qui a 10 ans, et déjà lui, il est à fond dans la logique. Ok. Et donc, et c'est pour ça, ben voilà, qu'on arrive aujourd'hui à avoir des Bill Gates qui sont, voilà, lui, Bill Gates, il fait pareil. Je veux dire, il n'a pas de cerveau, donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une ressucée de ce que son précepteur lui a sorti, tu vois, et donc en fait, eh bien, il fait une ressucée de la pensée hegelienne, voilà, où en fait, évidemment, dans la pensée hegelienne, la science, c'est le progrès. Hein, c'est-à-dire que si on a envie, on va dire, d'être dans une société progressiste, je veux dire, si on a envie que les choses, voilà, elles avancent, qu'on soit, voilà, qu'on fasse des trucs super pour l'humanité, eh bien, évidemment, il vaut mieux suivre une pensée hegelienne plutôt qu'une pensée naturelle, où je veux dire, une pierre reste une pierre, chers amis, hein, je veux dire, et puis où la nature n'a pas besoin de l'être humain pour exister. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, ça change rien à l'affaire, hein, les poissons seront toujours dans les océans, et il y aura toujours des oiseaux, je veux dire, dans l'air, hein, voilà. Alors évidemment, bah, y a des gens, ça les fait chier ça, parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas, on va dire, de vision de spiritualité, enfin je veux dire, c'est pas Ramana Maharshi, hein, pardon de citer Ramana Maharshi à côté de ces gens-là, mais c'est vrai que bon, d'un côté on a des nains qui nous viennent de l'Antiquité, et puis de l'autre côté on a des yogis indiens, je veux dire, eux qui sont des véritables éveillés vivants, hein, vous voyez, et voilà. Donc en fait c'est intéressant de voir, si vous voulez, cette véritable dualité que nous avons, voilà. Alors il y a des gens qui sont comme moi, qui ont les pieds dans la terre, hein, d'ailleurs je suis en train de vous parler comme ça, et puis il y en a d'autres, je veux dire, ils ont la tête dans les étoiles, hein, mais je veux dire là c'est même pas la 5D, c'est la 10D, hein. Et donc évidemment, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le matérialisme, tel que je vous le présente en tout cas, enfin d'une façon un petit peu légère, parce que c'est quand même assez abscon tout ça, eh bien le matérialisme, c'est pas que le pognon, hein, mes amis. La philosophie matérialiste, c'est la quantification et l'abstraction, c'est la classification des phénomènes de la science. Voilà, donc en fait, voilà, donc on est là-dedans, hein, on est en train de mettre des étiquettes partout, sur tout et sur n'importe quoi. Voilà, l'important c'est l'étiquette, c'est pas ce sur quoi on est en train d'étiqueter la chose. Voilà, alors si la chose elle manque ou elle manque pas, on s'en fout. L'important c'est l'étiquette, ok? Donc on est vraiment là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on est dans un total déni de réalité, ok? Et c'est le cerveau logique, c'est ça. Tout ce que le cerveau logique ne peut pas étiqueter, qui est dangereux, qui est voilà, impensable, incroyable, on l'étiquette pas. Et donc en fait, puisque ce n'est pas étiqueté, ça n'existe pas. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc en fait, la science, évidemment, est progressiste et la nature, évidemment, pour ces gens-là, c'est revenir en arrière, hein, c'est revenir à l'âge de pierre. Hein, je veux dire, c'est voilà, on est des Cro-Magnons. Hein. Quand on s'intéresse à la nature, pour ces gens-là, on est des Cro-Magnons. C'est pour ça qu'ils veulent absolument, je veux dire, nous mettre des puces sous la peau, faire que ma poule, elle ait une troisième patte, enfin, vous voyez, ce genre de trucs. Parce que les mecs, je veux dire, ils peuvent pas s'empêcher de bouger leur cerveau dans tous les sens.
voilà, c'est des gens, c'est des gens en fait, ils sont tellement dans les projections de leur mental, dans le futur. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le genre le mec il veut aller sur Mars. Ouais, moi je veux aller sur Mars hein, parce que je me sens pas bien sur la Terre. Ouais, ce genre de truc. Hein, c'est des gens, ils sont tellement bipolaires qu'à un moment donné, je veux dire, voilà, sortez-moi de mon corps, sortez-moi de mon corps. Hein, on est vraiment là-dedans. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que le danseur n'écoute plus la musique. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. C'est un truc très très con, mais quand le danseur n'écoute plus la musique, il y a un problème. Hein. C'est-à-dire qu'on a une danse qui correspond plus aux notes de musique du quantique ou du cosmique. Okay, c'est comme si on avait par exemple la Lune, hein, donc voilà, ou la Terre qui tourne autour du Soleil. Tiens, on va prendre la Terre, c'est encore mieux. On va prendre la Terre qui tourne autour du Soleil et la Terre décide d'aller faire un petit tour autour de Jupiter. Voilà, puis ensuite elle décide machin. Vous imaginez les phénomènes qui peuvent se produire. Ben là, on est là-dedans. Voilà. Donc en fait, avec la phénoménologie de Hegel, en fait, c'est-à-dire où on va complètement être dans le déni de réalité, ok, eh bien, on va faire un petit tour autour de Jupiter. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est le mec, il a décidé, il s'est dit, moi je me sens pas bien dans mon corps et tout ça, donc je fais une sortie de corps et je vais aller me balader dans les étoiles. Je vais même pas dans la 5D parce que c'est trop près, je vais dans la 10D ou même dans la 11D. Vous voyez, donc en fait, on est là-dedans. On est dans une projection. Je veux dire, là, l'Empire State, je veux dire, c'est une petite maison, je veux dire, de grand-mère à côté. Hein. OK? Donc là, le mec, lui, ce qu'il veut, c'est Shanghai. Vous voyez, c'est la ville avec 35 millions d'habitants. Hein. Un Empire State dans son mental, il n'en veut pas. Hein. Lui, vraiment, il faut que ça bouge. Hein, vous voyez? Et donc, en tout cas, en tout cas, les pro-vaccins, nos élites françaises, nos élites européennes, les blancs, hein, parce que je parle des blancs. Bon, après, il y a des gens qui se sont fait aussi peut-être bouffer par la patrouille en Asie, mais on sent quand même un peu moins ça. Enfin, ils sont un petit peu plus réticents, on va dire. Et donc, en fait, on va dire que toutes ces élites blanches, hein, ces élites avec ces structures mentales hegeliennes, hein, de dualité, bien sûr, de maîtres et d'esclaves, ils sont dans le délire de contrôler la nature, évidemment, et donc ils sont totalement dans le Maya, hein, le Maya qui veut dire l'illusion en indien. Voilà, donc on est dans l'illusion de l'ego en suivant une dialectique philosophique hegelienne. Donc en fait, on est aussi avec Hegel un système, on va dire un système de pensée qui unit en fait tous les savoirs d'après une logique dialectique. Hein. Donc je vous dis, là, vous sortez tout ce que vous pouvez à étiqueter. Hein. Je veux dire, tout doit être étiqueté, hein. Même le rat, même votre chien, même tout est étiqueté à condition que ça rentre dans la dialectique en fait hegelienne. Hein. C'est-à-dire que votre pierre, je veux dire vos plantes, tous les trucs naturels, ça rentre pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi je ne peux pas rentrer dans la dialectique hegelienne. Voilà, parce que moi j'ai les pieds dans la terre. Voilà, donc puis moi j'ai conscience de mon corps, hein, et j'ai conscience aussi, je veux dire du lien avec le sacré, vous voyez. Et Hegel, lui, il n'est pas là-dedans. Lui, c'est un agité du bulbe et il est dans la dualité du mental à fond, ok. Et donc en fait, voilà, donc en fait on est sur une logique dialectique, on est sur la phénoménologie de l'esprit. Et c'est à ce moment qu'on a mis en fait tout dans le même sac. Donc on a uni en fait tous les savoirs, donc on n'a plus rien compris. On a fait une passage shoot, hein, pour les gens qui connaissent en Corse. Et on a voulu contrôler, étiqueter les phénomènes naturels. On a pris l'essentiel de la nature humaine pour une chose non essentielle et l'étiquetage, la quantification scientifique pour une chose essentielle. Mais on s'est coupé de l'origine de l'humain, donc en fait la science et la philosophie, l'ego, nous a mis un vent avec Hegel. On est monté dans les tours du mental et Méliès a pris un coup de lune dans l'œil. Voilà, pour les gens qui connaissent un peu Méliès, voilà, c'était le début en fait du cinéma.
Et là, on est tous rentrés, je veux dire, dans la, voilà, dans le cinéma. On s'est tous assis, je veux dire, pas sur les strapontins, mes amis, et on est tous en train de regarder le même film que Hegel est en train, voilà, que Hegel est en train de nous faire dégueuler sur les genoux. C'est le cas de le dire, hein. Et là, évidemment, tout le monde est surpris. Hein, parce que là, on est en train de se dire, mais moi, je comprends pas ce qu'il me dit, parce que ce que je vis, c'est pas ce qui est dans le film. Moi, je veux ouvrir mon bistrot et je veux dire, je veux quand même que les nanas, elles viennent dans ma discothèque. Hein, voilà, parce que pour moi, ça, c'est l'essentiel de ma vie. Hein, c'est comme ça que je gagne mon fric. Donc, ils sont gentils, je veux dire, les élites françaises et internationales, là, les blancs là, qui se prennent le chou avec Hegel dans la dualité du mental et dans le déni de réalité. Mais l'essentiel, c'est pas l'essentiel pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire que vous prenez des trucs qui sont pas essentiels, mais nous, en bas, là, en bas de la courbe, là, vous voyez, parce que nous, on n'est pas dans vos graphiques, eh bien, c'est essentiel. Voilà. Et donc là, c'est pour ça, là, il faut revoir ça. Alors, il faudrait peut-être reprendre, je sais pas, Kant, critique de la raison pratique. Hein, en tout cas, il faut faire du pratique, là, mes amis. Hein, il faut plus faire critique de la raison pure, là, il faut oublier. Hein, il faut passer sur le pratique tout de suite, ok ? Donc en fait, alors je vais vous faire un petit récap d'Hegel parce que c'est quand même hyper sympa. Hegel qui dégueule, parce qu'en tout cas, qui nous fait bien dégueuler, je dois dire. Et donc en fait, Hegel, il est d'abord issu d'une famille protestante. Donc évidemment, Hegel, ça rigole pas, hein, c'est pour ça que ça nous fait grandement dégueuler. Et donc il est de Stuttgart. Donc son père était fonctionnaire et on va dire il est issu d'une famille de juristes. Donc déjà le mec, il est hyper formaté. Je veux dire dans le sens, on va dire dialectique et logique. Hein, voilà. Et donc en fait, malheureusement pour lui, sa mère meurt de façon prématurée. Sa sœur est internée dans un hôpital psychiatrique et son frère meurt pendant la campagne de Russie. Donc avec voilà, campagne de Russie, vous vous souvenez, avec les Prussiens et tout ça, c'était avec Napoléon. Donc on va dire, bon, dès 11 ans, donc avec ces traumatismes, hein, voilà, et donc notre Hegel, eh bien, apprend le syllogisme. Alors moi, quand je suis tombée là-dessus, je me dis, putain, le mec a 11 ans. Alors moi, c'est vrai qu'à 10 ans, j'ai appris le tableau de Mendeleïev. Ok, ça c'est vrai, je me suis intéressée à tout ça, je me dis, ouais, l'atome, c'est quand même vachement intéressant, donc en fait, il faut que je comprenne le tableau de Mendeleïev. Bon, moi, j'avais 10 ans, et Hegel, lui, à 11 ans, en fait, il a regardé le syllogisme. Alors le syllogisme, c'est très intéressant, c'est un raisonnement logique, hein, évidemment, et Aristote en parle beaucoup et le formalise pas mal. Et donc c'est la base de la logique, en fait, qui est en fait on va dire un processus, si vous voulez, d'argumentaire basé à la fois sur la raison, le langage et le raisonnement. Donc c'est hyper intéressant parce que grâce, on va dire, à des circonvolutions linguales, eh bien, on va bloquer, on va dire, on va faire un gros déni de réalité en décrivant une réalité qui n'est pas la réalité. Voilà, c'est ça la base de la logique, ok ? Et donc, en tout cas, la base de la logique, c'est quoi ? C'est un écran qui nous empêche de retourner à l'origine de la nature et donc de l'humain. Donc, en fait, ça nous bloque complètement, si vous voulez, sur notre corps. C'est-à-dire que grâce à la logique, grâce à Hegel, eh bien, et grâce au syllogisme, eh bien, en fait, on ne se voit plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus de lien avec notre corps et ce que représente notre corps. Ok ? Donc, en fait, notre corps représentant, on va dire, une perception, on va dire, de la divinité intérieure, une représentation du divin, donc quelque chose qui est évidemment supérieur, et bien là, en fait, on va être dans le matérialisme, évidemment, puisqu'on ne va pas être dans la surconscience. Ok, donc voilà, donc c'est là en fait, le problème il est là en fait avec Hegel. Et donc je vous ai expliqué que lui, dès 11 ans, déjà il était là-dedans, et surtout en fait il avait eu des traumatismes avec sa mère qu'il avait perdue et tout ça. Donc en fait quand on a des traumatismes, déjà pour s'en sortir, il faut développer un mental de malade. Hein, il faut être déjà dans la bipolarité. Ok. Et donc en fait on est là-dedans avec Hegel. Voilà. Et tous les gens en fait qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à la fois à la philosophie et surtout en fait à la philosophie hegelienne, ça veut dire que déjà vous êtes dans le déni de réalité. Vous n'êtes pas dans l'unité. Vous voyez ?
Donc c'est ça en fait. Et actuellement, cette philosophie, enfin je veux dire, elle est en train de prendre en fait tous les gens, toutes les élites dans le monde. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que la logique, en tout cas, c'est une forme de dénaturation ou de perte de l'essentiel ou de l'essence des choses naturelles en rapport avec la nature, en rapport en fait avec les éléments en fait que nous avons, hein, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc déjà là, on est hors sol. Donc en fait, bon évidemment, Hegel a été inspiré aussi par les Lumières. Alors les Lumières, je rappelle, c'est Spinoza. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a un mec, il y a encore un philosophe là qui nous avait dit ouais le bonheur avec Spinoza et tout ça. Bon bah voilà, ça vient de là, hein, ça vient des Lumières. On fait que des reçus cette connerie, hein, c'est comme ça. Et tous ces gens évidemment sont coupés de leur intériorité et de leur spiritualité. Voilà, vous n'êtes pas dans l'unité, vous êtes dans la dualité et en cela, vous êtes dans un déni de réalité. Ok? Et donc, en tout cas, les Lumières et tout ça, avec Locke, avec Spinoza, il y a eu des mouvements intellectuels et tout ça. Et on va dire que Hegel hein, s'est intéressé aussi, évidemment, aux textes de l'Antiquité, hein, puisque tout ça, je vous dis, n'est pas né d'hier. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il lit Épictète. Alors moi, je suis allée voir Épictète. Épictète, je me dis, tiens, c'est un drôle de nom, ça. Ça veut dire quoi, Épictète? Et Épictète, figurez-vous, donc c'est un philosophe grec, évidemment, eh bien, ça veut dire un homme acheté. Ça veut dire le serviteur. Donc c'est assez intéressant qu'un homme, en fait, qui développe on va dire un concept basé sur le maître et l'esclave, en fait s'intéresse à un philosophe grec qui s'appelle l'homme acheté ou le serviteur. Voilà. Et donc en même temps, Épictète, c'était un philosophe de l'école stoïcienne, hein, donc en fait évidemment, c'était pas des gens qui étaient très rigolos, hein, ils n'étaient pas dans les boîtes de nuit les mecs. Donc voilà. Et donc en fait Hegel, il va pas être d'accord avec Kant aussi, hein, parce que Kant, à un moment donné, quand il est allé dans les tours, il a vu ce qui se passait, hein, il est pas con Kant. Et donc après avoir fait Critique de la raison pure, eh bien il a sorti un bouquin qui s'appelait Critique de la raison pratique. Voilà, parce qu'il est redescendu de sa tour. Parce que lui, il a été très intelligent, enfin il était en tout cas un peu plus intelligent que la moyenne des philosophes. Et en tout cas à ce moment-là. Et donc en tout cas, il a compris en fait que l'usage de la raison ne pouvait être fait qu'à partir du moment où en fait on l'utilisait de façon pratique. Et oui, pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la réalité. Donc là, évidemment, il fallait arrêter d'être dans le déni de réalité. Et donc là où on était monté dans les tours, on était allé trop loin de l'essentiel et on a fait des projections du mental de plus en plus loin. Voilà, donc c'est comme ça. Donc en fait, Hegel, le mec, en fait, il s'enthousiasme pour la Révolution française, hein, parce que bon, le type, il est en Allemagne, hein, donc voilà, il est chez les Prussiens, il s'emmerde un peu, il n'aime pas les Prussiens, et donc voilà, donc le mec, il va chercher ailleurs, en fait, je veux dire, sa bouteille d'oxygène. Donc à l'époque, évidemment, la bouteille d'oxygène, c'était les Français, hein, je veux dire. Bon, alors maintenant, on va être sur l'écologie, sur Greta. Voilà, parce que comme ça, c'est bien, on s'occupe pas des trucs en fait qui sont en bas de chez vous. Hein, voilà, on préfère aller voir. Ah oui, t'as vu ce qu'il a fait Greenpeace? Oui, à 10 000 km de chez toi. Enfin voilà, ce genre de truc. Et ben là, en fait, à l'époque, Hegel, il était déjà là-dedans. Hein, c'était un jeune mec, voilà. Et il se disait, ouais putain, la Révolution française, les mecs ils défoncent, ils ont des super idées et tout, la liberté, oui, la liberté. Vive Jean-Jacques, vive la liberté. Et donc en fait, lui, il est en Allemagne, il se fait chier, hein, il est tout seul, hein, il est isolé et tout ça. Et donc en fait, souvent, il est obligé de revenir à Stuttgart parce qu'en fait, il est malade. Il est malade, bah oui, parce que quand on est coupé du corps, hein, quand on n'arrête pas de se raconter des bobards dans la tête, on tombe malade, c'est logique. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Et donc en fait, eh bien, il fait du flan dans sa tête, hein, voilà, les concepts de l'art, de la liberté, de la Révolution française. Et voilà, et donc il dit que 1789 est un magnifique lever de soleil. Donc il est à fond, hein, il est à fond. Il est à fond avec Robespierre aussi, hein, bien sûr, puisque quand on est dans la dualité du mental, on voit pas la réalité. Et donc en tout cas, on va dire, eh bien, en même temps, c'est intéressant parce qu'il ne sépare pas non plus la liberté de la royauté, ce qui est quand même assez génial parce qu'il est plutôt pour la Constitution. Enfin, on ne sait pas où il est un coup à droite, un coup à gauche, notre Hegel, il ne sait pas. Donc voilà, il s'enthousiasme, voilà, pour la Révolution française et même avec la terreur, il s'enthousiasme encore, ce qui est quand même assez génial. Donc on est totalement sur un déni de réalité. Et donc en tout cas, après tout cela, évidemment, en ayant étudié la Révolution française et la terreur, je veux dire le magnifique lever de soleil, eh bien il nous parle d'une nouvelle religion populaire. Voilà, alors c'est très intéressant si vous voulez, parce que bon, il n'est pas dans la surconscience, le mec, il n'a même pas conscience qu'il a un corps, hein, c'est pour ça qu'il tombe malade. Et donc, il va nous faire une nouvelle religion qui va être une religion évidemment basée sur la logique, mes amis. Voilà, la religion rationnelle. Et donc en même temps, il renie Kant, hein, parce que Kant, ça fait chier. Hein, je veux dire, c'est comme l'autre mec là, dont je vous ai parlé au début. Comment il s'appelait là, Durkheim, hein, c'est pareil, là, le fondateur de la sociologie moderne. Hein, le mec, il s'est dit non, le Big Bang, ça m'intéresse pas, ça rentre pas dans mes concepts. Allez hop, je dégage ça, déni de réalité. Allez hop, on passe à autre chose. Et donc en fait, il a fait la même chose. Hegel a fait la même chose avec Kant. Et en même temps, en fait, c'est intéressant parce que il fait un mémoire de théologie. Donc c'est assez rigolo d'être à la fois dans la logique et la théologie. Ça prouve que voilà, je veux dire bon. Et en même temps, quand il était jeune, en tout cas à cette époque-là, eh ben il s'est intéressé à Jésus. Voilà. Alors c'est intéressant parce que il faut savoir aussi par rapport en fait aux religions. Donc au début on a la Torah et après d'un côté on a un prophète qui s'appelle Jésus et puis de l'autre côté on a un prophète qui s'appelle Mahomet. Voyez. Donc Jésus il va prendre le côté de Yézed qu'on trouve dans l'arbre de la Kabbale et on va dire Mahomet il va prendre le côté de Géboura, voilà. Qu'on retrouve aussi dans l'arbre de la Kabbale. Donc voilà, donc il y a un truc en fait où on va couper des mains, voilà, du côté du Coran, et de l'autre côté, en fait, on va donner sa joue évidemment pour se faire battre. Voilà, c'est le pardon et tout ça, et voilà, et ça a été séparé en deux. C'est pour ça que d'un côté comme de l'autre, on est dans la dualité du mental. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, et à la fin, évidemment, ça marche moins bien. Évidemment, ça marche moins bien que dans l'unité. Ça, c'est assez clair. Et donc en fait, je reprends sur Hegel. Donc en fait, Hegel, eh bien, et ça devient un valet, voilà, un précepte. C'est un précepteur et tout ça, dans une famille à Berne en Suisse. Donc voilà, donc en fait là on est toujours sur le maître et l'esclave, mais on comprend beaucoup mieux pourquoi il a écrit le maître et l'esclave, parce que le mec il avait une tête d'enfer, et puis il s'est retrouvé quand même valet dans une famille à Berne, vous voyez, donc il y a un truc qui déconne, et donc en fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mec il est complètement isolé, le mec il est dans un puits, je veux dire, dans sa vie, il se fait des réflexions sur la religion, il se fait des réflexions sur la vertu, sur l'abstraction, voilà, et il se dit que finalement, voilà, il est dans l'abstraction par rapport à tous les miracles, donc il veut pas en entendre parler, il est dans le déni, et par rapport à la résurrection, c'est pareil. Je veux dire, le mec, il est à fond dans le matérialisme, je veux dire, philosophique, hein, et tout ce qui est en dehors de la logique, en fait, je veux dire, c'est coupé à la serpe, hein, c'est un petit peu ça. Et donc moi, ce que je peux dire aussi, c'est que bon, le maître et l'esclave, c'est quoi? C'est aussi, je veux dire, une redondance sur, on va dire, l'humiliation de la condition sociale. Hein. Voilà, c'est quand même ça. Le mec, il est quand même valet, il est quand même, voilà, il n'a pas voulu être pasteur, il est devenu précepteur, donc en fait, il est valet dans une famille. Voilà. Et donc, en tout cas. Il oppose aussi, évidemment, dans ses concepts, la nature à l'activité des hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? Il est à fond dans la dualité du mental. Il est à fond, visiblement, il a compris que la condition sociale, c'était important. Il y a le maître et il y a l'esclave. Lui, il est du côté de l'esclave. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il en veut au monde entier, évidemment. C'est pour ça qu'il se fait des méga projections sur toutes les idées des Lumières, sur la Révolution
Révolution française. Il se fait des projections. Le mec, il est tout seul. Il est en Allemagne. Enfin, je veux dire, et après, il va être à fond pour Napoléon. Vous voyez, donc il y a quand même un problème. Enfin, je veux dire, voilà, le mec, il est bipolaire, quoi. C'est pas possible. Et donc, en tout cas, voilà, c'est un type finalement, enfin je veux dire, chez lui, il n'a pas fait de yoga, il était incapable d'être une pierre. Hein. Enfin, voilà. Donc le mec, il est toujours dans le côté progressiste. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la dualité du mental, il est toujours dans la progression. Dans la progression, donc en fait, il projette. Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il... Voilà, c'est un type, il n'arrive pas à être lui-même en fait. Et donc en fait, d'ailleurs, dans sa biographie, c'est bien marqué qu'il est vraiment dans l'isolement à Berne. Voilà, donc en fait, il s'emmerde. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est dans sa tête toute la journée et il écrit des systèmes. Et donc, en tout cas, il y a un système... c'est intéressant parce qu'il s'est intéressé à tout, cet homme. Hein. Il a développé un système commun qui était une esquisse, en fait, qui a présupposé la disparition de l'État. Donc, en fait, à la fois sur un niveau sociologique, organisationnel et juridique. Et donc, en tout cas, il le dit lui-même, même en écrivant comme un taré, même en écrivant, en développant tous ces concepts, eh bien, il est dans l'impossibilité de trouver l'harmonie. C'est-à-dire que le type, il est vraiment dans une totale dualité, enfin, je veux dire, limite schizophrène. Hein. Et donc, voilà, et c'est pour ça qu'il nous a pondu le maître et l'esclave, parce que Hegel était vraiment bipolaire. Et donc en fait, le mec explique une étude, donc la physique spéculative. Donc en fait, par exemple, pour vous donner une idée, c'était intéressant. Il est devenu l'assistant de Schelling de cette manière-là. Et donc en fait, la physique spéculative, en fait, lui, il énonce il fait des suggestions. Donc moi, par exemple, je vais vous dire, bon bah voilà, on connaît les planètes là, on connaît la Lune, Jupiter, Mars, et il y en a pas d'autres. Bon, bah, qu'est-ce que vous allez me dire? Me dire, mais ma pauvre fille, c'est normal, toi tu dis des conneries, t'as ta poule sur la tête. Eh bien, figurez-vous que Hegel, en fait, il a proposé ça, voilà, à une chaire en Allemagne. Et grâce à cela, en fait, il est devenu l'assistant de Schelling, comme quoi quand on dit des conneries, eh bien, on se fait remarquer. Donc voilà. Et donc avec Schelling, ce qui est intéressant, c'est qu'en devenant son assistant, il est passé de la religion à la politique, parce qu'il a compris que c'était plus porteur. Voilà. Et donc, entre-temps, pour vous donner un petit peu une idée sur Hegel, entre-temps, en fait, il a eu un fils naturel avec la femme de son logeur. Vous voyez, donc, je veux dire, il n'était pas dérangé aux entournures, le mec. Ok. Et donc, en tout cas, et en plus, au même moment, il soutient Napoléon contre les Prussiens. Bon, le mec est en Prusse, enfin en Allemagne. Hein. Bon, à la base, le mec, il est né à Stuttgart, hein, mes amis. Hein, il n'est pas né en France. Hein. Donc, en fait, on est sur un mec qui est bipolaire. Voilà, il se prend pour un Français. Il est à fond pour Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Voilà, en fait, et donc là, il va nous sortir évidemment la phénoménologie de l'esprit, évidemment, puisque le mec il est que dans sa tête. Et donc en fait, il va nous dire que la phénoménologie de l'esprit, c'est la fin de l'histoire. Voilà, et voilà, il est prussien et il est à fond pour Napoléon et il écrit la science de la logique, hein, puisque évidemment, nous avons tous compris que le mec il a vécu dans son cerveau logique, hein, du matin au soir, et il s'emmerdait tellement que, je veux dire, il en était malade. Hein, voilà. Et donc, il va un petit peu reprendre ce qu'a fait Aristote dans l'Organon, donc un ensemble de traités logiques. Il va nous rajouter un petit peu de scolastique, hein, donc de philosophie grecque et de théologie chrétienne, et il va nous rajouter aussi un petit peu de métaphysique. Vous voyez, le mec, il a fait sa grosse salade, hein, comme moi, quand j'étais chez mes grands-parents, je faisais de la pasta choute, hein, vous voyez, je mettais des pâtes, et puis tout ce qui passait, je le mettais, hein, bon, sauf la bouffe du chat, mais c'était limite. Hein. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'a fait comme moi Hegel, en fait. Et donc, en fait, évidemment, un petit côté de métaphysique pour donner un petit peu de lien, vous voyez, c'est un peu d'huile d'olive, on va dire. Et donc, c'est un fourre-tout existentiel, on parle de processus, on mélange, on donne du sens à ce qui n'en a pas, évidemment, puisqu'on est à fond dans la logique. Et donc, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'à la fin de tout cela, eh bien, des choses non essentielles deviennent essentielles. Voilà, donc évidemment, là, on arrive sur des grands principes, évidemment, philosophiques. Alors, il a fait aussi le principe philosophique du droit, donc
Donc seul ce qui est rationnel peut advenir. Donc là, on est à fond dans le contrôle. Voilà, alors le mec, il a du mal à contrôler son cerveau et c'est pour ça qu'il trouve pas l'harmonie. Hein. Le mec, c'est pas un yogi, c'est le contraire. Le mec, c'est un agité du bulbe. Je veux dire, s'il réfléchit pas, il a tellement l'impression de tomber dans le vide que c'est une catastrophe. Vous voyez, donc en fait, on est là-dedans avec Hegel. Et donc en fait, quand bien même les phénomènes extérieurs semblent, on va dire, contredire tout ce qu'il dit, voilà, lui, il n'y a que le rationnel. Hein. C'est-à-dire que toi, si tu n'as pas marqué là sur ton front rationnel ou logique, eh ben on te dégage. Voilà, on te fout dans un trou. Voilà. Et ben Hegel, il a fait ça avec tout. Voilà, alors évidemment, après, ça fait un truc, si vous voulez, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que ça, c'est Hegel, vous voyez, et tout autour, là, là, c'est la nature. Et lui, le mec, en fait, la phénoménologie, c'est ça. Il a fait un truc là, et il faut regarder là, voilà. Et quand on regarde là, eh ben, on voit Hegel, hein, on voit le maître et l'esclave, et c'est tout ce qu'on voit. Et le reste, eh bien, il ne faut pas regarder, vous voyez, c'est comme ça, voilà. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Eh bien, on oppose au réel ce qui est rationnel, voilà. C'est-à-dire qu'on est à fond dans la logique. Et donc, tout ce qui est nature, phénomène naturel, s'oppose à la logique et à la rationalité hegelienne. Donc, en fait, c'est un phénomène du mental ou de l'esprit, hein, c'est-à-dire qu'on est à fond dans le cerveau logique, hein, voilà. Et donc, en fait, on peut dire que Hegel a créé un système philosophique donc, qui est en rapport avec le progressisme, hein, puisque le mec, il était à fond dans les projections, il projetait, il était comme les flammes jumelles, hein, le mec, il projetait sans arrêt ses trucs et tout ça. Et donc, en fait, eh bien, il était dans la totale illusion du mental qui se structure, on va dire, dans un système de logique et de rationalité. Et donc, évidemment, tout cela, eh bien, développe un déni de réalité absolument monstrueux. Voilà. Et donc, on est dans la totale inversion de ce qui est essentiel et originel, hein, évidemment, puisque on est incapable de voir, voilà, il y a Hegel, il ne savait même pas qu'il avait un corps, hein, bon, sauf quand il était malade. Voilà, quand il était malade, il était obligé de revenir à Stuttgart, voir son père et tout ça, parce que le mec, il se disait, quand je suis malade, c'est que j'ai un corps, vous voyez, mais quand il n'était pas malade, il n'avait aucune conscience qu'il était humain, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et donc en fait, eh bien, Hegel, en fait, toute sa vie, il s'est intéressé à ce qui n'était pas essentiel, évidemment, ce qui était totalement logique pour lui. Évidemment, il était dans un profond déni de sa réalité et surtout de son soi, voilà. Et donc, en tout cas, c'est le danseur qui se sépare de la danse. Alors, je vais faire une deuxième vidéo justement sur la pensée hegelienne. Je vous retrouve tout de suite.